Bonjour à tous et bienvenue. On va se poser une question qui touche notre quotidien. D'où viennent nos droits? Je parle de nos droits individuels. Au Maroc, quand on signe un contrat, quand on a un accident, qu'est-ce qui, au fond, nous donne le droit de réclamer quelque chose? C'est une question essentielle. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les sources, parfois un peu surprenantes, de tous nos droits. On a souvent l'impression que le droit, c'est quelque chose de lointain, d'abstrait, réservé aux experts. Et pourtant, il est absolument partout. La signature d'un contrat de travail, l'achat d'un simple téléphone ou même un petit accrochage en voiture. Eh bien, toutes ces situations, si banales en apparence, sont en réalité de véritables usines à droits et à obligations. Mais alors, comment ça marche, concrètement? Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, il faut qu'on se mette d'accord sur un terme clé, le droit subjectif. Ça sonne un peu technique, mais en fait, c'est tout simple. C'est le pouvoir que la loi nous reconnaît à nous en tant qu'individus. Le pouvoir de posséder une maison, par exemple, celui d'exiger son salaire à la fin du mois, ou de demander une réparation si on subit un dommage. C'est notre droit personnel et bien concret. Alors, le programme du jour, c'est quoi? D'abord, on va regarder la source des sources, la numéro 1, la loi. Ensuite, on verra comment notre propre volonté peut, elle aussi, devenir une source de droit. Après ça, on explorera comment des événements complètement imprévus peuvent eux aussi faire naître des droits. Et pour finir, on verra qui vient aider à y voir plus clair quand les textes sont un peu flous. Allez, on y va. Commençons par la base de tout. La source numéro 1, le socle sur lequel tout repose, c'est bien sûr la loi. Il faut vraiment voir ça comme les fondations d'un immense bâtiment. Sans elle, rien ne peut tenir debout. C'est la loi qui va donner leur légitimité à tous les autres droits qui existent. Mais attention, quand on dit la loi au Maroc, on ne parle pas juste d'un seul texte. Non, c'est plutôt une sorte de pyramide. Tout en haut, on a la Constitution, qui est le texte suprême, celui qui protège nos droits les plus fondamentaux. Juste en dessous, il y a les lois votées par le Parlement et les daïrs royaux. Et puis, à la base de la pyramide, on trouve les décrets et les règlements qui viennent organiser tous les détails. C'est tout cet ensemble qu'on appelle le droit objectif, les règles du jeu qui s'appliquent à tout le monde. Si on veut un exemple que tous les juristes marocains connaissent par cœur, c'est le fameux DOC, le Daïr formant Code des obligations et des contrats. C'est vraiment un texte pilier. C'est lui qui nous dit par exemple que quand on possède quelque chose, eh bien, c'est à nous, c'est le droit de propriété, et que si quelqu'un nous doit de l'argent, on a le droit de le réclamer, c'est le droit de créance. Et ça, c'est vraiment le point le plus important à retenir pour cette partie. Aucun droit subjectif, absolument aucun, ne peut exister s'il va à l'encontre de la loi. La loi n'est pas seulement une source de droit, c'est aussi leur gardienne. Elle fixe le cadre, les limites à ne jamais dépasser. Bon, maintenant qu'on a vu la source qui s'impose à nous, passons à une source que l'on crée nous-mêmes, notre propre volonté. Et oui, nos décisions, nos accords et même parfois nos simples promesses peuvent se transformer en véritables sources de droit, avec une force quasi équivalente à celle d'un texte de loi. L'exemple le plus flagrant, évidemment, c'est le contrat. Le Code des obligations et des contrats le définit de manière très simple. C'est un accord de volonté. C'est deux personnes, au plus, qui se mettent d'accord pour créer des engagements. C'est tout simplement le moteur de notre vie économique et sociale. Ça va du contrat de travail à l'abonnement téléphonique, en passant par la location d'un appartement. Prenons un cas tout bête, un contrat de vente. L'échange d'un simple «oui, je veux acheter» et d'un «oui, je veux vendre» va déclencher toute une mécanique juridique. D'un coup, l'acheteur obtient le droit d'exiger qu'on lui livre la marchandise. Et le vendeur, lui, obtient le droit de réclamer le paiement du prix. Et ces droits, ce ne sont pas juste des paroles en l'air, ils sont maintenant reconnus et protégés par la justice. Mais notre volonté n'a pas toujours besoin d'être à deux pour créer du droit. C'est là toute la différence entre le contrat, qui est un dialogue, un accord à plusieurs, et ce qu'on appelle l'acte unilatéral, qui est plutôt un monologue. Ici, une seule volonté suffit pour créer des effets juridiques. L'exemple que tout le monde connaît, c'est le testament. Une personne décide, toute seule, de ce qu'il va se passer avec ses biens après sa mort, créant ainsi des droits pour ses futurs héritiers. Mais on peut aussi penser à la reconnaissance de dette, où l'on s'engage seul à rembourser, ou encore à la promesse de récompense. Vous savez, si on a perdu son chat et qu'on promet une somme à celui qui le retrouve. Dans tous ces cas, une seule volonté s'engage, et ça suffit à créer une obligation. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé d'intention, l'intention de la loi, notre intention de signer un contrat. Mais qu'est-ce qui se passe quand les choses ne sont pas du tout voulues? Quand un événement imprévu surgit et vient tout bouleverser? Eh bien, le droit a aussi une réponse pour ça. C'est la question centrale de cette partie. Que se passe-t-il quand un dommage est causé, mais qu'il n'y a aucun contrat, aucun accord pour dire qui est responsable de quoi? Ou quand une situation crée un déséquilibre totalement injuste? Le système juridique n'est pas démuni, bien au contraire, il a des outils très puissants pour gérer ça.
Et l'outil principal, c'est la notion de fait juridique. C'est un événement, qu'il soit volontaire ou non, qui va automatiquement déclencher des conséquences juridiques. Peu importe que les personnes concernées l'aient voulu. C'est comme si la loi disait « Ok, cet événement vient de se produire, donc voilà les nouvelles règles du jeu ». C'est un déclencheur automatique. L'exemple parfait, celui qui parle à tout le monde, c'est l'accident de la route. Évidemment, personne ne signe de contrat avant une collision. Pourtant, le simple fait de causer un dommage à quelqu'un d'autre fait naître à la seconde même de l'impact un droit pour la victime, le droit à être indemnisé. Et, en face, une obligation pour le responsable, le devoir de réparer les dégâts. Ce droit à réparation, il ne sort pas de nulle part. Il vient d'un principe absolument fondamental de notre droit qu'on trouve dans le DOC, la responsabilité civile. L'idée est simple, mais elle est d'une puissance incroyable. Si on cause un dommage à quelqu'un, que ce soit par sa faute, sa négligence ou même à cause d'un objet qu'on a sous sa garde, on doit réparer. C'est le fait de causer le dommage qui est la source directe du droit de la victime. Un autre fait juridique très intéressant, c'est ce qu'on appelle l'enrichissement sans cause. Imaginez qu'une grosse somme d'argent arrive par erreur sur un compte en banque. D'un côté, une personne s'est enrichie, de l'autre, quelqu'un s'est appauvri. Et il n'y a aucune raison légale, aucun contrat, aucune justification à ce transfert. Eh bien, automatiquement, la loi crée un droit pour la personne qui a perdu l'argent de pouvoir en réclamer la restitution. Allez, on termine avec des sources un peu différentes. Elles ne créent pas vraiment de nouveaux droits à partir de rien, mais elles sont absolument vitales pour faire vivre la loi, pour l'adapter à notre monde qui change et pour éclaircir ces zones d'ombre. Ce sont les sources d'interprétation. Ici, on parle de deux choses principales. D'abord, la jurisprudence. C'est tout simplement l'ensemble des décisions rendues par les tribunaux. Quand des juges appliquent une loi un peu générale à un cas très précis, leur décision vient en préciser le sens pour tout le monde à l'avenir. Et puis, il y a la coutume. Ce sont ces vieilles habitudes, ces pratiques professionnelles que tout le monde reconnaît et qui, lorsque la loi est silencieuse, peuvent devenir une véritable règle de droit, à condition bien sûr de ne pas être contraire à l'ordre public. Et voilà, le panorama complet. Ce qui est vraiment fascinant quand on regarde ce tableau, ce n'est pas juste d'avoir une liste, c'est de voir comment tout s'emboîte parfaitement. On a la loi, notre socle, par-dessus on vient construire avec notre volonté, grâce au contrat. Quand l'imprévu frappe, les faits juridiques prennent le relais pour rétablir l'équilibre, et tout autour, la jurisprudence et la coutume sont là pour polir les angles, pour ajuster le système. Ce n'est pas quelque chose de figé, c'est un véritable écosystème juridique en mouvement. On termine donc sur cette question pour réfléchir un peu, en voyant comment un simple accident ou un accord de volonté peut générer autant de conséquences juridiques. On peut se demander, la loi, au final, est-ce que c'est seulement ce qui est écrit noir sur blanc dans les grands codes, ou est-ce que c'est aussi et peut-être surtout une grille de lecture de tout ce qui nous arrive au quotidien, de toutes nos interactions, qu'on les ait prévues ou non? Voilà une question qui nous rappelle que le droit n'est pas juste dans les livres, il est avant tout vivant. Merci d'avoir suivi cette analyse.